Est-ce qu'un acte apparemment anodin peut conduire à un basculement stratégique? C'est peut-être ce qui était en train de se passer entre les États-Unis et la Russie après la libération d'un prisonnier, en fait d'un otage américain qui était détenu en Russie pour trafic de drogue allégué. Cet homme a remercié Poutine, a remercié Trump et donc il a mis en valeur ces deux leaders. On se rappelle qu'il y a plus de 50 ans, c'était la visite d'une équipe de ping-pong américaine aux États-Unis qui annonçait en fait une bascule d'un rapprochement de deux pays qui s'insultaient mutuellement et qui étaient au bord de l'affrontement, ce rapprochement sino-américain. Et donc on voit bien qu'il y a de la part de Trump une véritable volonté de se rapprocher de Poutine et que Poutine est tout à fait prêt à accepter cela parce que les deux y ont quelque chose à gagner. Trump peut apparaître comme celui qui va amener la paix en Ukraine et qui va donc se distinguer de son incapable de prédécesseur. Il a dit plusieurs fois que s'il avait été au pouvoir, la guerre ne serait jamais survenue. Il veut passer pour un pacifiste, pour quelqu'un qui n'aime pas la violence armée. Alors qu'il n'était pas au pouvoir, la guerre s'est déclarée, mais une fois qu'il est revenu, il met fin à la guerre et effectivement, il va tirer la couverture à lui. Et Poutine, de son côté, est remis en selle. Il était infréquenté et infréquentable pour tous les pays occidentaux. Il va voir Donald Trump, il va y avoir des rencontres, des coups de fil, et effectivement, ils vont avancer ensemble. Ce qu'ils ont en commun, c'est un mépris total pour le droit international, un respect absolu pour la force. Ni l'un ni l'autre n'ont confiance dans le droit international, qu'ils estiment qu'ils n'ont pas respecté les intérêts de la Russie dans le passé pour Moscou, et qui estiment qu'ils sont un frein à la toute-puissance américaine et finalement à la souveraineté des États-Unis. Et donc ils vont faire affaire ensemble, et les dindons de la farce, c'est un peu les Ukrainiens et aussi les Européens. Parce que cette paix risque d'être trouvée sans les Ukrainiens, qui seront peut-être associés pour la forme, mais les conditions de la paix seront dictées de façon bilatérale entre Washington et Moscou. Et d'ailleurs, Trump en veut toujours un peu à Zelensky, qui, lorsqu'il était président et en campagne pour sa réélection, Zelensky ne lui avait pas fourni les preuves demandées de l'implication du fils Biden dans les affaires de corruption. Et à l'époque, il avait d'ailleurs menacé d'arrêter l'aide à l'Ukraine si Zelensky ne lui fournissait pas ces preuves, ce qui avait d'ailleurs déclenché une enquête aux États-Unis. Quant à Poutine, eh bien, si la guerre s'arrête et qu'il obtient le fait que officiellement l'Ukraine ne rentrera pas dans l'OTAN, puisque cela vient d'être déclaré par le secrétaire de la Défense. C'était quand même l'un des buts de guerre de Poutine. On aurait pu peut-être y réfléchir avant et éviter cette guerre. Et donc il obtient ce qu'il voulait, la non-entrée de l'Ukraine dans l'OTAN, et bien sûr les gains territoriaux, la reconnaissance, si ce n'est officielle, du moins tacite, de la possession de la Crimée et probablement du Donbass. Donc l'Ukraine est flouée, mais ses buts de guerre, récupération du Donbass, récupération de la Crimée, étaient réalistes. Et en fait, l'urgence pour l'Ukraine, c'est de développer son économie, de passer à autre chose, de lutter contre la corruption et effectivement de profiter de ces nombreuses ressources pour développer de façon saine l'économie. Et bien sûr, les autres perdants, ce sont les Européens, puisque les pays membres de l'OTAN qui ont quand même très fortement participé à l'effort de guerre ukrainien, qui ont abandonné de nombreux avoirs en Russie, dont le modèle économique a été complètement bouleversé pour l'Allemagne, qui a payé un prix cher à l'inflation pour la plupart d'entre eux. Eh bien, ces pays se trouvent en fait non consultés par les États-Unis. Les États-Unis ne s'occupent que d'eux et de leurs intérêts, et ils n'ont aucun respect, ni marque de respect pour les alliés. Cela risque de laisser des traces, mais pour ceux qui, depuis longtemps, ne faisaient que confiance aux États-Unis pour leur sécurité, qui pensaient que l'Alliance Atlantique était le seul alpha et oméga, et donc qu'il ne fallait pas résister aux États-Unis pour obtenir la protection, c'est peut-être quand même un wake-up call nécessaire et qui devrait quand même conduire à réviser un peu ses jugements. Mais ce que montre Trump dans cette affaire, c'est qu'il va continuer à montrer, c'est qu'il n'a rien à faire du droit international, rien à faire du système d'alliance. Il fait uniquement des transactions au coup par coup, État par État, et s'il estime qu'il a intérêt à transiger avec la Russie, il le fera, quoi qu'en pensent les Ukrainiens, quoi qu'en pensent les Européens. Et si d'ailleurs un jour il doit penser qu'il doit dealer avec la Chine, il le fera, quoi qu'en pensent les Japonais, de la même manière. Il faut certainement retenir la leçon. Et pour les Européens, il faut peut-être se ressaisir. Pour ceux qui avaient mis tous leurs œufs de la sécurité dans le panier de l'OTAN, peut-être réfléchir à diversifier un peu cela et que le projet d'autonomie stratégique européenne n'est pas illusion, c'est une nécessité, mais aussi s'interroger sur la nature de la relation
qu'on a avec un allié, les États-Unis, qui, d'un point de vue stratégique, ne respecte pas nos intérêts, qui décrète que nous sommes des ennemis sur le plan économique et qui, surtout, devient l'ennemi du droit international et de l'ordre mondial fondé par les vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale après 1945. Et là, c'est un défi important parce que les pays européens ont toujours fondé leur politique extérieure, du moins leur narratif sur la politique extérieure, sur l'ordre mondial bâti en 1945. Donald Trump est en train de l'attaquer à coups de marteau pilon.